Bonjour à tous, c'est l'émission On en parle à Taïwan, animée cette semaine par Mei Guang. Valentin Fouquet. Et ça. Alors aujourd'hui, nous allons parler des sujets différents mais qui se ressemblent à la fois, notamment entre Valentin et moi. Alors, mais on va laisser Sarah présenter d'abord son sujet, n'est-ce pas ? D'accord, pas de problème. Alors, je pense que les auditeurs savent que j'aime bien les langues. J'en ai beaucoup parlé dans Taïwan, dans toute sa diversité d'ailleurs. Et il y a un sujet qui a fait beaucoup réagir le syndicat des enseignants taïwanais. En fait, c'est le gouvernement taïwanais qui a un objectif de rendre Taïwan bilingue en mandarin et en anglais d'ici 2030. Donc, c'est bientôt. C'est un bientôt. Oui, c'est un objectif qui a été annoncé lors du premier mandat de la présidente Tsai Ing-wen. On est très très loin de l'objectif, non ? Oui, pour l'instant, c'est vrai qu'on est très loin de l'objectif, mais il y a un nouveau jalon qui doit intervenir prochainement. Donc, le gouvernement a envoyé au yuan législatif un projet de loi pour créer en fait une institution administrative qui sera dédiée justement à la promotion de cette politique de bilinguisme mandarin-anglais. Et donc juste avant que le gouvernement n'envoie ce projet de loi au Parlement, au yuan législatif, la Fédération nationale des syndicats des enseignants de Taïwan qui ont fait une conférence de presse pour dire qu'ils désapprouvaient cette politique de bilinguisme. Ils ont aussi lancé une pétition sur Internet, parce que vous savez que Taïwan est l'un des pays les plus avancés dans la démocratie participative numérique. Et donc, sur le site Internet du Conseil de développement national, qui promeut donc cette politique de bilinguisme, il y a une plateforme sur laquelle on peut faire des pétitions. Et donc, ils ont lancé une pétition contre cette politique de bilinguisme. Et en quelques jours, au début avril, elle a reçu plus de 5000 signatures, qui est normalement le seuil pour obtenir une réponse formelle du gouvernement. Donc, ils ont fait une conférence de presse. Il y avait aussi... Donc, il y avait bien sûr des professeurs qui étaient présents. Il y avait notamment le doyen de l'Institut d'études avancées en sciences sociales de l'Université nationale de Taïwan, qui a dit que ça n'avait pas forcément de sens à cette politique, dans la mesure où maintenant, avec l'intelligence artificielle, on peut traduire très facilement. Oui. Et en fait, le gouvernement taïwanais, son objectif principal ou quasi unique pour cette politique, c'est de rendre les Taïwanais plus compétitifs sur le marché international pour créer de meilleures opportunités d'emploi. Donc c'est vraiment un objectif économique, mais ce professeur a souligné que la pratique de l'anglais n'est pas toujours liée à des performances économiques. Par exemple, les Philippines, c'est un pays où beaucoup de personnes parlent très bien anglais, mais d'après ce professeur, c'est quand même un pays qui envoie beaucoup sa population à l'étranger parce qu'il n'y a pas forcément assez de travail aux Philippines. Et quand on compare au Japon, le Japon est un pays où les Japonais ne parlent pas tous forcément très bien anglais. Et en revanche, ils ont de très bonnes performances économiques. Il y avait aussi des députés du Kuomintang et du New Power Party. Donc la députée du New Power Party, Claire Wang, elle a plutôt critiqué les aspects budgétaires. Elle pense que ça va en fait détourner une partie du budget de l'éducation vers en fait ces politiques. C'est vrai que, ça c'est moi qui l'ajoute, c'est vrai que si vraiment Taïwan veut devenir bilingue mandarin-anglais, ça va demander un investissement assez conséquent pour former des professeurs et même en embaucher de l'étranger, des professeurs natifs dont la langue maternelle c'est l'anglais. Parce qu'on ne peut pas devenir bilingue juste en ayant des cours d'anglais. En fait, il faut apprendre la géographie, l'histoire, etc. Au moins une partie des cours en anglais. Donc, mais je crois que ça fait partie du projet du gouvernement, non ? D'introduire des personnes natives l'anglais et sans savoir si ces personnes ont vraiment la qualification pour enseigner, en fait. Oui. Donc ça fait effectivement polémique, tout à fait. Ouais, parce que
si on veut vraiment devenir bilingue, il faut bien parler anglais. Je pense que pour être bilingue, il faut commencer dès très très jeune. Et il faut vraiment un cadre environnemental, familial qui s'appuie aussi dans ce sens. Sinon, on ne peut pas être bilingue tout court, en fait, je pense. Oui. D'ailleurs, quand on lit les explications du Conseil national de développement, personnellement, je vois une petite différence entre ce slogan, entre guillemets, de faire de Taïwan un pays bilingue anglais-mandarin et les politiques qui, finalement, c'est plutôt un renforcement des capacités, des compétences des Taïwanais en anglais. C'est pas forcément de devenir bilingue, parce que ça, c'est énorme, quoi. Je pense que c'est plus ça, oui. Bien maîtriser une langue étrangère que de devenir bilingue, en fait. C'est plus ça que, effectivement. Mais c'est vrai que quand on annonce quand même que Taïwan va devenir bilingue mandarin-anglais, même si ça tient plutôt du slogan, ça peut faire peut-être un peu peur aussi à des personnes qui promeuvent d'autres langues, parce que Taïwan, c'est un pays où il y a vraiment beaucoup de langues. Donc, alors, justement, je viens de voir aujourd'hui que le gouvernement vient de transmettre également au yuan législatif une proposition de loi pour créer un centre national de recherche et de développement des langues. Et là, c'est les langues qui sont en danger d'extinction à Taïwan. Donc, c'est un organisme qui serait sous la tutelle du ministère de la Culture et dont l'objectif serait de faire des recherches sur ces langues et de les promouvoir. Donc, il y a le Hakka, il y a le dialecte de Matsu, donc je pense que c'est Mindong, ou Mindong, oui. C'est relié au Mindong, les langues des signes de Taïwan et les langues autochtones et le taïwanais. Et bon voilà, en tout cas, c'est intéressant de voir que la question des langues à Taïwan fait toujours couler beaucoup d'encre, mais on ne voit pas énormément de différence ou d'évolution finalement dans les faits. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, alors justement, je voulais en parler un petit peu pour venir en fait d'un endroit où il y avait vraiment une culture bilingue avec l'anglais, vu que j'ai vécu 7 ans à Hong Kong. Et en fait, le plus flagrant, c'est le fait que Taïwan veuille promouvoir cette culture bilingue et qu'au niveau officiel, il n'y a pas de support au final. Que ce soit les indications dans les parcs, juste un support visuel. Déjà, ça serait énorme d'avoir tout en bilingue tout le temps. L'autre jour, je suis allé dans ce nouvel endroit là, de la prison numéro 1 de Taipei, qui a été réhabilité et réaménagé pour en faire un endroit plutôt touristique. Et toute la présentation de l'histoire de cette prison est en mandarin, il n'y a rien en anglais. Ils n'ont même pas de support papier pour pouvoir présenter en anglais. Et je trouve ça fou que dans 5 ans, enfin un peu plus, dans 6 ans, ils veulent être bilingues et que rien que sur les supports administratifs et d'indications, il n'y a rien en double langue. Pour moi, ça me paraît improbable, quoi. Au lieu d'essayer d'enseigner, déjà, s'il y avait cette référence entre les deux langues pour tout le monde, que ce soit pour les Taïwanais autant que pour les étrangers, je trouve ça super important et je trouve que ça manque. Et, commencer par ça serait beaucoup plus logique pour ensuite aller vers la pratique de la langue et la vraie communication. Mais si on n'a pas des supports officiels déjà dans bilingue, je comprends pas vraiment l'objectif, quoi. Ouais, c'est pareil pour les sites internet, etc. Il faut mettre des moyens aussi, c'est toujours la même question. Oui, pas seulement dans l'enseignement en fait, c'est plus ce que Valentin dit en fait. Mais peut-être de voir du côté positif des choses, c'est que maintenant d'après ce qu'on voit au niveau scolaire, la situation économique de chaque famille crée vraiment un fossé entre le niveau d'anglais des enfants. Du coup, y en a qui commencent à apprendre l'anglais dès très jeunes, dès très petits, dans des écoles privées, qui payent très cher, ce qui fait qu'on a des enfants défavorisés, n'arrivent pas du tout à suivre de l'anglais en fait. Ça, c'est une situation réelle au quotidien pour chaque prof de l'anglais à l'école de Taïwan, que ce soit au niveau primaire, collège ou lycée, parce qu'ils n'arrivent pas à attraper l'écart de niveau de langue. Mais si, au niveau d'enseignement public, si on arrive à faire mieux, peut-être on arrive à combler l'écart du niveau de langue en fait. Parce que du coup, à l'école, les enfants n'apprennent rien en fait. Pour ceux qui maîtrisent déjà mieux, ils se connaissent tous.
Et pour ceux qui sont encore défavorisés, ils n'arrivent pas à attraper non plus. Ouais. Et du coup, je pense qu'au niveau d'enseignement de langue à l'école, il y a beaucoup de problèmes, mais peut-être avec plus de cours, des cours de soutien renforcés, peut-être on arrive à équilibrer un niveau d'anglais entre les élèves, en fait. Il y a aussi la question des écoles qui sont en région rurale. Tout à fait. Donc là, j'avais regardé les objectifs précis du gouvernement pour cette politique. Il y en a 6. Il y a accélérer le développement de l'éducation bilingue dans l'enseignement supérieur. Il y a équilibrer les conditions pour l'apprentissage du bilinguisme au lycée, au collège primaire. Il y a le développement de l'éducation numérique. Il y a le fait de rendre plus accessibles les tests officiels de compétences en anglais. Tout ce qui est TOEFL, etc., c'est très cher, en fait. Donc, il y a le fait d'améliorer la pratique de l'anglais chez les fonctionnaires. Et donc, il y a la création. Le dernier objectif, c'est la création de cette administration là dont je viens de parler, qui a créé cette polémique. Et donc, si on regarde plus en détail, dans le développement de l'éducation numérique, en fait, elle est surtout destinée aux zones rurales. Pour qu'ils puissent rattraper un petit peu le retard. Donc ça veut dire qu'il y aura peut-être moins de professeurs d'anglais dans les zones un peu plus reculées. Mais c'est pas si facile. Ça, c'est des choses qui sont très beaux sur papier. Mais au quotidien, réellement, ces enfants n'ont pas forcément de matériel. Ou peut-être les écoles fournissent des matériels, mais ils n'ont pas l'Internet à la maison. Ou alors l'Internet limité, qui ne permet pas de suivre des cours en ligne, en fait. Ce qui fait que je pense que c'est toujours très beau sur papier, d'assurer des cours numériques pour les enfants défavorisés au milieu rural. Et ce n'est pas forcément la situation qui peuvent les aider concrètement. En fait. Surtout l'enseignement numérique, ça peut être bien pour certaines matières, mais pour les langues, c'est peut-être là où il y a le plus de difficultés quand même. Je pense que pour les adultes, de devoir suivre pendant longtemps une conférence en ligne, déjà, c'est fatigant. Et je pense que pour les enfants qui doivent suivre des cours en ligne aussi, en fait, on ne peut pas les attirer. Enfin, on ne peut pas avoir une efficacité aussi bien que des cours physiquement, en fait. Ouais. Mais bon, en tout cas, ce que tu disais, c'est très intéressant sur le fait que, il y a certains enfants peut-être qui sont favorisés par le fait qu'ils parlent très bien anglais. Donc, comment faire en sorte pour que ça soit plus généralisé, équilibré, mais pas forcément, bilingue ou enlever toutes les autres langues aussi, quoi. Voilà. Voilà, c'était donc notre premier sujet sur l'enseignement de langue Taïwan bilingue en 2030. Et n'hésitez pas à retrouver les émissions sur la diversité linguistique dans Taïwan, dans toute sa diversité. Oui. Alors Valentin ? Oui, alors je vais passer à mon sujet. On va parler en fait d'une streameuse. Alors streameuse, les personnes qui vont sur la plateforme Twitch pour faire des vidéos en direct s'appellent des streamers, c'est leur statut sur la plateforme Twitch, qui est une plateforme américaine, qui est un réseau social avec vraiment spécialisé dans le jeu vidéo et le partage de jeux vidéo en ligne à la base, et qui est donc, j'en parle souvent dans mes émissions, et aussi on en parle à Taïwan, c'est un peu mon petit sujet. Et donc le stream, cette streameuse-là est une streameuse très connue pour les contenus qu'on appelle IRL, c'est-à-dire in real life, c'est-à-dire le partage de la vie de tous les jours, ou d'une expérience de vie en tout cas. D'accord. Donc ce n'est plus du tout des jeux vidéo, c'est vraiment le partage d'une expérience. De ce qu'elle fait en fait. Et là, cette streameuse-là est surtout spécialisée dans le voyage. D'accord. Elle est coréenne, et elle s'appelle la petite sœur pingouin. Donc elle est connue à Taïwan depuis déjà plusieurs années, elle vient régulièrement, elle a fait des études à Taïwan, donc elle parle un peu mandarin. D'accord. Donc ça fait qu'elle a une grosse avantage, aussi une grosse popularité à Taïwan. D'accord. Déjà d'origine, et c'est parce que la première fois qu'elle a fait son premier tour de Taïwan, je crois que c'était en 2019 ou un truc comme ça. Donc elle avait déjà fait un tour de Taïwan. Elle a commencé en fait à faire ce genre de contenu en 2017. Donc d'accord. Ça fait longtemps, et son premier tour de Taïwan, elle avait mis un déguisement de pingouin, c'est comme ça que... Ah, c'est pour ça, je comprenais pas pourquoi on peut s'appeler sœur de pingouin. Voilà, parce qu'elle aime mettre des choses des choses mignonnes. Ah, Tia Mei. Tia Mei. Tia Mei, d'accord. Voilà, et son surnom vient de là. Et donc, on en avait déjà parlé dans un autre, on en parle à Taïwan, ça a été la première streameuse étrangère à revenir faire du contenu à Taïwan après le Covid.
Et là, elle est revenue, donc la dernière fois c'était il y a 6 mois, et là elle est revenue encore à Taïwan avec un nouvel objectif incroyable qui est de faire en stream. La performance, c'est vraiment de le faire en live, vraiment d'avoir la connexion sur tout son voyage, depuis la pointe nord, enfin depuis Ilan même, jusqu'à Kunming. Du coup, elle fait, elle fait la tout le côte tour. est. Ah, elle Côte revient. ouest. La côte est en fait, Côte donc ouest. pas le tour de Taïwan, elle fait côte est. Côte de ouest. Ilan. Ouest. De Ilan à Elle passe par le nord et après elle repasse par Taichung. D'accord. Pour des raisons de connexion principalement. Parce D'accord. que vu qu'elle partage son contenu tous les jours et qu'elle doit avoir une bonne connexion, elle peut pas se permettre d'avoir des sections pendant plusieurs kilomètres sans. Parce que bon, voilà. C'est à pied ? À pied. Tout à pied. Et elle est suivie par combien de personnes à peu près ? Alors justement, on va y venir. D'abord, donc elle a commencé, normalement, elle est en moyenne entre 5 et 10 000 personnes qui suivent en direct, ce qu'on appelle en connexion simultanée, en vue simultanée, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et cela fait donc quelques jours à peine qu'elle est arrivée. Et par exemple, depuis le jour où elle est arrivée et jusqu'à 4 jours après, elle a déjà parcouru 100 km. Le premier jour, il y a eu beaucoup déjà. Elle est toujours suivie, je sais pas pourquoi, par la télévision taïwanaise. Ils l'adorent. Et elle a toujours, le premier jour où elle est arrivée, il y avait la télévision taïwanaise qui la suivait, qui a fait un petit reportage sur elle. Alors c'est toujours des petits reportages de news d'1 ou 2 minutes. Hein. Oui, mais bon, c'est quand même suivi, voilà. quoi. Et le lendemain, il y a eu un truc un peu plus comment dire, sombre qui lui est arrivé, c'est qu'il y a un Taïwanais d'une 30aine d'années qui l'a suivi parce qu'elle est toute mignonne. Oui, trouve, personnellement. Elle est très mignonne. Elle est typique, elle est parfaite pour le public taïwanais. Mais pour ça veut dire quoi ? Non, mais je veux dire, pour le contenu et enfin voilà, ça va très bien avec ce qu'aiment regarder sur Twitch les gens. D'accord. Les Taïwanais. Du coup, la personne qui l'a suivi, c'était un fan ? Alors on ne sait pas, c'était quelqu'un qui avait. Alors on ne sait même pas si c'est à travers les réseaux sociaux ou à travers Twitch ou à travers les informations, puisqu'elle elle a eu un reportage la veille par la télé, donc c'est ça qui est un peu compliqué. Et donc il était vêtu de tout noir, même son visage, etc. Il avait été entièrement en noir. Il l'a suivi pendant 4 heures. Waouh. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Les personnes qui regardaient en même temps le contenu ont appelé la police. Et il a été arrêté et envoyé à un hôpital parce que trop de troubles mentaux ingérables, quoi. Ah, d'accord. Et donc voilà. Et donc là, le lendemain de ça, elle a fait son nouveau record historique de la chaîne avec 20 000 vues. En direct. En direct. Waouh. C'est un pic, et en IRL, dans ce type de contenu-là, elle est quasiment au top. Une seule personne en IRL a réussi à faire plus, et c'était dans un cadre très particulier. C'est un Français qui s'appelle Papsan, qu'on a reçu à RTI. Et c'était pendant le plus gros événement caritatif sur Twitch, organisé par un énorme streamer gamer à la base français qui s'appelle Zerator, et qui s'appelle le The Event, qui a fait 10 millions de récoltes pour son événement en 3 jours. Waouh. Et Papsan était une des personnes, mais là il y a tellement d'interactions avec les plus gros streamers français que c'est normal qu'il y ait des vues. Voilà, il avait fait 23 500 vues. J'ai regardé encore ça il n'y a pas longtemps. 23 000, ok. Donc c'est énorme. Mais là c'était sur un temps assez court, alors que là, Ginity, hier, elle avait aucun événement spécifique et du coup, en cours. Ça veut dire, pendant tout le temps qu'elle marche chaque jour, elle est en live ? Elle est en live. Ou c'est seulement pendant des... Elle fait des lives de 12 heures en moyenne par jour. Et du coup, pendant ces 12 heures, elle parle ? Elle parle. Elle continue à parler pendant les 12 heures. Ouais. Ça doit pas être facile. Mais du coup, elle parle en chinois ou en coréen ? En anglais. Donc c'est une Coréenne qui a grandi pratiquement tout le temps aux États-Unis. Ah. Et elle parle, alors elle répond. Elle est bilingue. Mais voilà. Et du coup, elle est bilingue. C'est bien pour les Taïwanais pour améliorer leur niveau d'anglais. Oui, non, notamment, mais c'est pour ça aussi beaucoup de Taïwanais la suivent, et pourquoi beaucoup de Taïwanais suivent aussi beaucoup de contenu bilingue à Taïwan pour tout ce qui est IRL. Ils aiment beaucoup les streamers bilingues anglophones. D'accord. Et donc, donc ils la suivent pour apprendre. Puisque c'est une Coréenne qui parle anglais, elle a quand même un vocabulaire et une façon de parler beaucoup plus simple
D'accord. Ce qui permet, à mon avis, aux Taïwanais de mieux comprendre ce qu'elle dit. Du coup, dès le matin, À 9h, à 9h, elle est vue par des personnes. Voilà. Elle commence à parler. Elle commence à parler tout en marchant, mais au niveau production, alors là je parle un peu plus au niveau production, c'est incroyable ce qu'elle fait parce qu'elle fait même des streams. Enfin, pendant son stream, elle prend un drone, elle fait le transfert depuis son téléphone sur le drone et on voit la vue du drone en live avec comme une production professionnelle. Quoi. Wow, elle est vraiment pro dans ça, en fait. Mais elle fait tout toute seule, Ouais. pratiquement. Et c'est ça, moi, c'est ce qui me. Et ce type de contenu fait aussi qu'il y a autant de monde qui la suivent parce qu'elle fait quand même énormément d'efforts, il y a énormément de production. D'accord. Et maintenant, ce qui est aussi incroyable, c'est qu'avec un téléphone et un drone et 2-3 outils, 2-3 applications, on peut faire comme une production professionnelle, comme une télé, quoi. Et, Oui. et c'est ce qui fait aussi, bah voilà, c'est aussi de ça que je voulais parler, c'est que bon, bah, à Taïwan, il y a quand même un potentiel incroyable pour les streamers. Et les Taïwanais sont très friands de ça, au final, des étrangers qui viennent à Taïwan et qui viennent voyager autour de l'île, quoi. Ouais. Est-ce que c'est comme YouTube, au bout d'un certain nombre de vues, il y a une petite rémunération ou pas? Alors, le système de rémunération, c'est assez complexe parce qu'en fait, tout est dans la gamification, c'est-à-dire dans la façon de rendre tout comme un jeu. C'est-à-dire que il y a d'abord les publicités, bien sûr. Donc, il y a des publicités qui se diffusent toutes les heures, ou toutes les demi-heures, en fonction du choix du streamer d'en mettre plus ou moins. Donc ça c'est une petite source de revenus, mais c'est la plus petite. L'autre source de revenus, c'est ce qu'on appelle les abonnements. Donc c'est un genre de patronat que les viewers, les personnes qui regardent, donnent aux streamers, et donc c'est partagé 50-50 entre la plateforme et l'animateur ou la personne qui stream. Et après, la troisième entité la plus importante est bien sûr les partenariats avec des marques qui sponsorisent des événements spéciaux ou qui sponsorisent sur un mois un streamer avec le logo sur la page, etc., qui peut être affiché. Et donc voilà, c'est comme ça qu'ils se rémunèrent. Et c'est principalement, mais allez, je vais dire, en moyenne, on est entre 70 et 80% de rémunération participative par les personnes qui regardent. Mm-hmm. Alors oui, je dis, il y a les dons à travers. Alors, mais par exemple, il y a plein de systèmes au niveau des dons. On parle d'abonnement, mais il y a aussi ce qu'on appelle des bits, qui sont des petits points pour lesquels on peut avoir des sons qui passent sur la chaîne ou des choses comme ça. Donc tout ce qui est gamification. Et il y a aussi les dons par des plateformes extérieures où là, les personnes reçoivent 5%, reçoivent 95% des dons. Il n'y a que 5% retirés par un PayPal ou autre chose. Voilà. Okay. Voilà. Pour le système de rémunération, comment ça fonctionne. D'accord. Et du coup, mon sujet ressemble à celui de Valentin quand tu disais que les Taïwanais adorent les étrangers qui font le tour de Taïwan. Et là, c'est un Allemand, Julien, et un Autrichien, Florian, qui ont voyagé à Taïwan. Mais ce qui m'impressionne, c'est qu'ils n'ont pas choisi des routes. Ils ont choisi de faire le pôle sud au pôle nord de Taïwan en traversant la montagne. Wow, ça doit le être point génial. le plus au sud, La pointe sud et pointe nord. Voilà, ouais. c'est pas au pôle, la pointe. Et du coup, c'est 800 km qu'ils ont effectués en 45 jours. Wow. Et avec donc bien sûr la tente tout au dos. Et donc si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est un voyage qui a été terminé mi-février, parce qu'ils ont commencé en janvier. Et là, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que Julien, qui a terminé le voyage parce que Florian, l'Autrichien, est parti entre-temps, en fait. Il a quitté Taïwan, du coup, pendant un certain temps, Julien a fait le voyage tout seul. Et il était au micro de RTI chez le service allemand. Du coup, il a partagé des choses assez touchantes, on pourrait dire. En fait, il a dit il n'y a pas un seul jour durant les 45 jours, il n'a pas eu de fruits à manger. Et jamais il a dépensé de l'argent pour acheter quoi que ce soit à manger. Parce que sur la route, tout le monde est prêt à les inviter. Et les fruits, c'est dès qu'il croise quelqu'un, on lui offrait des fruits de toutes sortes. Et tout le monde avait envie de lui partager des fruits. Du coup, tous les jours,
il avait du fruit. Et ça, c'est génial parce que justement, je me disais, pour faire ce voyage, le plus éprouvant, c'est de porter toute la nourriture, en fait. C'est de porter toute la nourriture. Mais là, si on peut avoir la nourriture au jour le jour, c'est super. Oui, et ils ont partagé ça aussi en ligne parce que les deux personnes ne connaissaient pas la montagne taïwanaise. Ils font beaucoup de montagnes. Ils ont fait Himalaya, ils ont été en Amérique. Du coup, ils maîtrisent les montagnes, quand même, il faut le dire. Et du coup, ils avaient fait toute une liste de questions pour préparer leur voyage déjà en ligne sur page Facebook, dans les groupes hiking en fait. Du coup, les gens répondaient, donnaient leurs conseils, des passages vraiment difficiles, déconseillés à faire, ou alors comment faire pour les passes permis de montagne, ce genre de choses. Et ils ont dit qu'ils ont eu de l'aide aussi des personnes qui aidaient à transporter d'acheminement des bagages en fait. Et il y a des gens qui expédiaient de leur approvisionnement via le système 7-Eleven. Donc, ils pouvaient aller... Dans la montagne. Oui, mais pas uniquement en montagne. Donc, dans les 7-Eleven pour récupérer ce qu'ils ont besoin par la suite. Du coup, on peut dire l'hospitalité. En fait, c'est ça qui les a marqués, en fait. Du coup, c'est l'hospitalité des Taïwanais. Le plus difficile, c'était quand même l'eau potable. Parce qu'on n'arrive pas tous les jours à avoir de l'eau potable. On ne pouvait pas transporter beaucoup d'eau non plus, en fait. C'est tellement lourd. Mm-hmm. Et du coup, des fois, ils devaient aller sur la route et faire du stop et pour demander de l'eau. Mm-hmm. Et on lui a toujours donné, en fait. Mm-hmm. C'est ça ce qui est aussi très intéressant à partager. Et ils ont fait beaucoup de... Comment on appelle ça ? Couchsurfing. Ils ont dormi aussi chez l'habitant aussi. Et il a dit le plus dur, c'était entre le sud et le nord, la différence, c'est le climat, parce qu'il faisait toujours beau dans le sud et il pleuvait tout le temps dans le nord. Et comme il s'agissait des montagnes, et du coup, Julien disait que le plus difficile, c'était, comme il faisait froid, ils avaient moins 6 degrés en fait, en montagne, dans la tente. Et comme il était tout seul, du coup, il n'avait personne d'autre pour générer la chaleur humaine. Et du coup, il disait qu'il faisait vraiment, vraiment très froid. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il dormait quelques heures. Il sortait du temple pour faire du sport. Il rentre pour redormir. Et quelques heures plus tard, il se relève pour faire du sport. C'est un échauffement physique, en fait, pour avoir... pour se tenir chaud, en fait. Et comment ils ont documenté leur voyage ? Est-ce qu'ils ont fait un blog ou du streaming aussi ? Ils n'ont pas fait de streaming. Ils avaient marqué... Les gens pouvaient les suivre en ligne. Je crois que c'est sur Instagram ou sur... Il a un compte Instagram sur lequel il partage beaucoup de choses. Ouais. Et du coup, les gens pouvaient les suivre. Et parfois, il y a des personnes qui attendaient à un endroit pour accompagner sur un bout de chemin. Et il y avait des personnes qui l'attendaient surtout pour le dernier tronçon, en fait. Comme le Tour de France. Non, tout le monde va les voir. Du coup, les gens l'accompagnaient, en fait. C'est un peu le cas aussi pour Ginity. Il y a au moins une dizaine de personnes par jour qui l'accompagnent. Qui lui donnent des choses, de la nourriture et tout. Oui, donc c'est ça aussi l'accueil des Taïwanais, en fait. Voilà. Et du coup, maintenant, Julien est en Inde en train de faire de la montagne. En fait, ce jeune de 29 ans, il avait travaillé quelques années après l'université et par la suite, il a décidé de quitter le travail pour faire sa vie en montagne. Et du coup, il voyage dans beaucoup de pays pour faire la montagne. Et là, du coup, ses plus gros dépenses, c'est dans ses billets d'avion, en fait, de devoir voyager entre les pays. Ce qui fait que maintenant, son premier souci est de faire venir son vélo de l'Allemagne en Asie pour pouvoir repartir probablement en Allemagne en vélo. Du coup, la route de la soie, en fait. Wow. Peut-être. C'est une aventure. Voilà, c'est une aventure. Je lui souhaite bon courage pour demander tous les visas des pays qu'il va traverser. En tout cas, il est passionné par Taïwan et il compte revenir. J'ai vu aussi, pour donner 2-3 petites précisions, il avait fait, tout son voyage était avec un sac de 20 kilos, y compris la tente. Oui, c'était il est passé par les Philippines avant l'Inde. Ouais. Donc il a voyagé dans beaucoup de pays en Asie, en fait. Voilà, merci à tous d'avoir suivi On en parle à Taïwan de cette semaine, présenté par Sasa, Valentin Floquet et Megwan. À bientôt. Merci de votre fidélité. Bonne journée, à bientôt.